Bonjour Manuel Abramovitch, bienvenue sur diversité.be. Nous Bonjour. vous recevons aujourd'hui dans l'émission Le Rebond sur l'actualité et nous avions envie d'évoquer avec vous l'actualité en Belgique et notamment évidemment le cas de Jürgen Konings qui est toujours porté disparu. Malheureusement, voilà, on ne sait pas trop où il est ni comment le retrouver. C'est un vrai Ben, problème, je quand vous dites pense. portée, quand vous dites portée disparue, ça fait, il faut qu'un Charles Focus pour retrouver le petit soldat. Exactement. Collins. Exactement. En fait, Manuel, voilà, donc vous êtes, donc je le disais, un spécialiste de l'extrême droite et vous êtes animateur pour le site Résistance, notamment, hein, mais vous avez d'autres casquettes. Vous observez comme nous aujourd'hui que la parole la parole raciste et antisémite est complètement décomplexée. Comment l'expliquez-vous? Mais bon, d'abord, par rapport à Jürgen Konings, militaire, suivi par les services de renseignement comme quelqu'un d'extrême droite, l'OCAM, qui est quand même, pour ceux qui ne savent pas, mais l'organe qui centralise la menace terroriste en Belgique, et qui a les renseignements, les informations de tous les services de renseignement du pays qu'on peut imaginer, euh, était fiché, était considéré comme le plus dangereux des militaires, celui qui pouvait le plus rapidement passer à l'acte, donc violent. Si vous avez un militaire qui sait manier les armes et qui en plus a une idéologie d'extrême droite, il faut quand même rappeler que l'idéologie d'extrême droite est une idéologie criminogène. Je veux dire, ils appellent à la haine. Alors on peut, ça va de groupuscules néo-nazis jusqu'aux parlementaires du Vlaams Belang, au Parlement en costume cravate. Mais lorsqu'on analyse leur discours, que ce soit de l'extrême droite néo-nazie, groupusculaire, nazi, skinhead, tout ce qu'on veut, folklorique, en gros, jusqu'à cette extrême droite parlementaire, on n'a pas une classe politique ou des hommes et des femmes politiques qui ont un langage de communication politique, mais qui ont un langage de guerre. Hein. Mhm. Ils n'ont pas des adversaires politiques. Les adversaires politiques, ça peut être des partenaires politiques lorsqu'il y a des majorités, par exemple. Voilà, ça c'est le système démocratique. Eux sont ils n'ont pas des adversaires, ils ont des ennemis politiques. Et lorsqu'on Mhm. a une vision d'ennemis et pas d'adversaires, on est dans une vision de guerre. Et voilà, et donc l'histoire de l'extrême droite, il suffit de relire les discours, de revoir leur programme, c'est systématiquement un discours de guerre. Donc ils sont dans une ambiance guerrière. Donc c'est pas étonnant que des gens comme Konings, à la lecture, à l'écoute, et même le Vlaams Belang l'a reconnu, il a été membre du Vlaams Belang, il n'est Mhm. pas Mhm. membre de petits groupuscules, Légion flamande ou autre, il est membre d'un parti politique qui va être ou qui pourrait être au pouvoir en Flandre en 2024. S'ils ont une majorité en Flandre, quoi, si c'est le premier parti, ils peuvent former avec, par exemple, le Vlaams Belang, c'est le souhait. Hein, ils ont cette possibilité donc d'arriver au pouvoir. Hein, donc, bon, Est-ce que, Manuel, est-ce que vous pensez que l'extrême droite, aujourd'hui en Belgique, elle est aussi bien wallonne que flamande, même si aujourd'hui, malgré tout, on n'a pas vraiment de parti en Wallonie qui se revendique d'extrême droite, en tout cas, ce qui existe, ce qui est le cas en Flandre. alors là-dessus, et puis on reviendra sur le discours que vous posez, Oui, un discours tout à antisémite, fait. raciste, anti-islam qui se banalise. Oui, en Flandre, on a une extrême droite très puissante parce que le premier parti, selon les sondages, c'est le Vlaams Belang, autour des 24%. C'est un parti qui était appelé à disparaître avec l'arrivée de la NVA, où le Vlaams Belang est tombé quasi à 5%. Partout, à Bruxelles aussi, a diminué de 50% ses résultats électoraux, sa présence électorale même, parce que ça s'est confirmé au niveau des élus. En Flandre, on a une extrême droite. Et on nous dit en Wallonie, il n'y a pas d'extrême droite. Alors, il y a un beau discours qui date de l'après-guerre. Hein. Euh, Mhm. L'extrême droite est flamande. D'ailleurs, Jacques Brel, en 77, dans sa chanson Les Flamingants, mais, dit nazi entre catholique entre les guerres, nazi pendant les guerres. Non, l'extrême droite est forte en Flandre. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, mais
parce qu'elle s'arc-boute sur une identité qui est très présente en Flandre, l'identité flamande qui existe, la revendication, Mhm. mais aussi un mouvement social très important qui est un mouvement d'une population au niveau de la langue qui est opprimée. Il n'y a pas de flamand, Oui. hein, il n'y a pas de néerlandais, c'est du flamand. Et la langue de la bourgeoisie, y compris de la bourgeoisie flamande, c'est le français, comme pour la bourgeoisie polonaise, russe de l'époque. Hein. L'anglais, c'était une langue quasi de migrants. Bon, voilà. Mais, donc voilà. Et donc, l'extrême droite est forte. Et la question, c'est pourquoi en Wallonie, il n'y a pas l'équivalent. Parce que la Wallonie est frappée de plein fouet par les crises multiples depuis les années 70, comme des régions d'Allemagne, comme des régions de France, comme des régions, etc., etc. Et là, l'extrême droite monte. Alors tout d'un coup, le petit village gaulois wallon résiste à l'extrême droite. Oui, c'est une belle vision totalement romantique, mais l'extrême droite a été puissante en Wallonie dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui travaillent sur les chiffres. Du côté de Charleroi, l'extrême droite était entre 15 et 20%. À Mhm. Molenbeek, Saint-Jean à Bruxelles, à Schaerbeek et à Anderlecht, 3 communes, c'était aussi autour des 20% lorsqu'on additionnait les voix de l'extrême droite. Donc Vlaams Bloc à l'époque, Front National plus les multiples scissions. Alors à Bruxelles, il faut savoir que l'électorat du Vlaams Bloc, on va dire oui, c'est les Flamands de Bruxelles. Non, c'est un électorat francophone essentiellement. Le Vlaams Belang est le premier parti qui massivement a diffusé une propagande en français à Bruxelles parce qu'il savait que pour gagner les élections et être le premier parti flamand à Bruxelles, il fallait l'électorat francophone. Et d'ailleurs, la section du VB à Bruxelles, c'est essentiellement des transfuges du Front National. Donc voilà. Johan de Mol, qui a été connu dans les années fin 90, Mhm. début des années 2000, bon, de Mol, c'est un nom flamand, il est d'origine flamande comme beaucoup de francophones, quoi, ou quelques francophones en tout cas. Il comptait aller au Front National, il a été au Vlaams Belang parce que là, on lui a conseillé l'efficacité à ce côté de bon à rien, quoi, de bon à rien et de mauvais en tout, qu'est l'extrême droite, et donc francophone. Et donc, on voit que sur le plan électoral, il y a eu vraiment une possibilité pour le Front National. Il faut se rappeler que le Front National a eu des élus à tous les niveaux de pouvoir, du conseil communal jusqu'au Parlement européen, en passant par les conseils provinciaux, les parlements régionaux et le Parlement fédéral. Deux Mhm. députés à la Chambre en 95 et un sénateur. Donc, ils ont été présents partout. Ce qui s'est passé, c'est que l'extrême droite francophone a rencontré sur son chemin, c'est vrai, des organisations antifascistes qui n'étaient pas comme en Flandre, des vieilles organisations, même si l'antifascisme a existé dès les années 30 et dans les années 60 encore, etc. Mais en Flandre, les antifascistes militent depuis 74. Le Front antifasciste a été créé contre, à l'époque, les milices néo-nazis présentes. Et en Wallonie, ça s'est réactivé dans les années 90. Donc, ils étaient beaucoup plus dynamiques. Et c'est vrai que le tissu social est beaucoup plus important en Wallonie, notamment par une présence syndicale très importante. Hein. Dans Oui, les- c'est peut-être aussi lié aux vagues de migration et peut-être Oui, l'idée que la Wallonie est beaucoup plus multiculturelle l'a été pendant des décennies, ce qui n'a pas été le cas de la Flandre. c'est vrai. Mais bon, je dis, les mineurs, si on prend un exemple, le mineur italien de la région du centre du côté de Liège, il est aussi présent dans le Limbourg flamand. Alors, le Limbourg, c'est intéressant, c'est un des lieux qui a résisté à l'extrême droite en Flandre, avec Bruges. C'est vraiment les deux zones, un peu comme la Bretagne en France. Hein, la Bretagne qui résiste, même si Le Pen vient de Bretagne. Donc, c'est vrai. Et donc, moi, pour la Wallonie, l'extrême droite a été forte et très vite, il y a eu des fronts antifascistes. Quoi, à Liège, un parti qui a été important hein, aussi, il n'y a pas eu que le Front National qui s'appelait Agir. Ils ont ouvert un local à Liège dans les années 90, mais je veux dire, le politique, l'associatif, les mouvements syndicaux il y a eu une manifestation gigantesque jusqu'aux locaux d'Agir. Et donc, c'est clair et certain qu'en Wallonie, les fascistes ne sont pas bienvenus. Hein. Wallonie, terre d'accueil, mais pas pour l'extrême droite. Et donc, il y a eu, c'est vrai, donc ça c'est sûr. Et à Liège, il faut le savoir, l'extrême droite a tourné autour entre 5 et 10% plus ou moins au niveau électoral. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est là où l'extrême droite a été la plus structurée.
Par Mhm. rapport à Charleroi, par exemple, à Mons, ou la Louvière, à Liège, il y a eu vraiment le noyau dur du Front de la jeunesse dans les années 70 venait de Liège. Ils étaient liés à l'extrême droite française. Il y a même dans les années 70 une organisation d'extrême droite. Pour financer son organisation, ils ont commis un hold-up. Je veux dire, voilà, comme ça se passe en Italie, ce qu'ils appellent des expropriations, etc. Donc, on a vraiment des militants très actifs. Et c'est vrai qu'à Liège, contrairement à Charleroi, Liège, c'est entre 5 et 10%, grosso modo. Charleroi, ça va monter entre 15 et 20%. Et donc là, c'est Mhm. intéressant, parce que Liège est frappé de plein fouet par la crise des années 70 et puis 2000, etc., des années 2000. Charleroi aussi, donc la situation est un peu identique, mais c'est vrai que, alors à Charleroi, le tissu associatif et syndical est très puissant, mais Charleroi a été, dans les années 90, touché de plein fouet, notamment par les Mhm. affaires politico-judiciaires, on pourrait y revenir un jour, mais bon, voilà, la chorale orangienne et le reste. Bon, Liège, il y a eu aussi des histoires. Et c'est clair que les histoires, quoi, les affaires politico-judiciaires, c'est du pain béni pour l'extrême droite. Donc, voilà. Mais bon, donc il y a des différences. Mais ce qui est aussi, c'est que donc il y a eu une résistance. Et puis l'extrême droite aussi, d'elle-même, s'est autodétruite en Wallonie. Parce que c'était la guerre des chefs. L'extrême droite en Wallonie, c'est un peu comme le Mexique, c'est une armée mexicaine. Donc, ça veut dire beaucoup de généraux, peu de soldats, et ils sont en conflit. Le problème, c'est que donc l'extrême droite s'est divisée parce que les antifascistes, bon, voilà, t'entends, nous on tire des bilans en résistance, on se dit, mais on a commencé en 97 et l'extrême droite est aux portes de pouvoir en Flandre. Donc on a perdu un peu le Mhm. combat. D'un autre côté, on dit, et en France, moi j'ai des amis français de Ralfront, qui était une organisation antifasciste, c'est déprimant parce que eux ont commencé dans les années, début des années 90 et l'extrême droite est plus forte aujourd'hui que hier. D'un autre côté, il faut se dire, bah, nous, on n'est pas des partis politiques, on fait de l'antifascisme. euh, et donc, on n'est pas dans, c'est comme les boxeurs, on n'est pas dans la même catégorie. Pour la politique, c'est tellement facile aujourd'hui de dire la solution par rapport au problème, c'est les étrangers. Et en deux temps, deux mouvements, on acquiert des votes que dire, ben non, la solution, c'est surtout pas l'expulsion des étrangers, parce que ça sera la faillite complète du Mais pays. Mani, comment expliquez-vous, c'est vrai que par exemple, ce qui nous frappe aussi en tant que citoyens, ce sont les soutiens par milliers hein, pour notre pour Jürgen. Est-ce que vous pensez que, justement, pour revenir un peu à ma première question, est-ce Oui. qu'aujourd'hui les gens se sentent totalement libérés est-ce qu'ils pensent est-ce qu'ils peuvent, enfin, pourquoi aujourd'hui la parole antisémite ou la parole raciste est beaucoup plus libre que par le passé? Alors, juste pour terminer, hein, donc pour la Wallonie, dire juste ça en une phrase, nous on aime le dire, parce que bon, on est dans un système de type libéral et donc capitaliste, et donc c'est de dire, au fait, en Wallonie, la demande est aussi présente qu'en France, en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays, en Espagne maintenant, au Portugal, une demande pour l'extrême droite, pour voter pour protestataire, hein, le vote protestataire, et souvent de plus en plus d'adhésion, mais l'offre n'y est pas. L'offre est complètement folklorique, elle n'est pas digne de la demande. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'électeur protestataire a juste changé son vote. Et ça, il faut le reconnaître. Alors moi, je suis contre le discours, les extrêmes se ressemblent, à part qu'ils sont géographiquement au même endroit dans le paysage politique. Ils sont à l'extrême et ils ont un adversaire et un ennemi pour l'extrême droite, c'est le pouvoir. Et donc, ils se disent anti-système. Mais sinon, bon, voilà, le PTB est antiraciste, a montré qu'il était, pour prendre un exemple à l'extrême gauche, mais l'extrême gauche en général non, pas en général, est antiraciste, Mhm. engagé dans les luttes sociales auprès des travailleurs immigrés, n'a jamais été condamné, jamais l'extrême gauche, à part pour des piquets de grève s'ils sont syndicalistes, mais jamais. À l'extrême droite, mon bras est pas assez long pour mettre toutes les condamnations, Jean-Marie Le Pen, vous parlez d'antisémitisme, Alain Soral en France, je veux dire, c'est des abonnés devant les tribunaux, ils sont condamnés pour voilà. Et donc ça veut dire en Wallonie, il y a une demande, mais l'offre a disparu, même s'il y a encore des groupuscules, et l'offre surtout a été remplacée par une autre possibilité de voter protestataire, et c'est le vote, pour moi, voilà, ça a été un peu écolo à un moment, pour le PTB. Et donc je pense qu'en Wallonie, alors on va pas dire grâce au PTB, moi je suis pas ici pour faire la publicité, je suis d'origine trotskiste, donc je ne vais pas faire la promotion des maoïstes, des stalinistes, mais c'est clair que l'offre est occupée, la place est occupée, et la politique a horreur du vide. Hein, bon. Alors pour revenir à votre question, sur l'adhésion
à un discours, à une parole libérée. Vous citez l'antisémitisme. Alors, attention, l'antisémitisme, bon, moi, je suis plus ou moins bien placé pour le savoir. Je pourrais être victime d'antisémitisme. J'ai écrit un livre sur l'extrême droite et l'antisémitisme depuis 1945 à nos jours. L'antisémitisme se confond souvent aussi avec un discours antisioniste. Mais ça ne veut pas dire antisioniste égale antisémite. Se confond, ça veut dire que pour certains, le discours antisioniste est un discours antisémite, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, par exemple, personnellement, je vais dire, non sioniste. Je suis, comme je dis toujours avec humour, pour la destruction de l'État d'Israël, mais pas par le nucléaire iranien, mais par la démocratie, et donc organiser des élections avec les peuples qui y vivent, donc les Druzes, les Palestiniens, le retour des réfugiés palestiniens, et puis on fait des élections, et qui gagne, ça c'est le jeu démocratique, mais comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le passage d'une dictature blanche à des gouvernements, avec bon, des critiques à faire, mais avec l'ANC au pouvoir, il n'y a aucun blanc qui a été massacré. Oui, il y a eu des fermiers qui ont été tués, mais c'est des règlements de compte, en général, c'est des faits divers. Il n'y a pas eu la chasse aux blancs en Afrique du Sud, ils y habitent toujours, parce que l'ANC a toujours dit d'ailleurs que les blancs étaient une tribu africaine, blanche, mais c'est une tribu, il y a des tribus aussi, et des tribus blanches. Bon voilà, alors pour Israël, c'est vrai que ça se confond souvent, et donc voilà. Alors moi je pense que l'antisémitisme existe, hein, mais il n'existe pas là où on le pointe du doigt. Souvent on l'a désigné au Parti travailliste en Angleterre avec Corbyn. Non, c'était de l'antisionisme très radical, certes, mais bon, je veux dire, la situation au Proche-Orient est très radicale. C'est quand même un peuple qui est opprimé par des gouvernements oppresseurs. Bon, ben non, peut-être ça va changer avec la coalition actuelle, même si l'extrême droite est un des piliers de cette coalition. Mais bon, voilà. Donc pour l'antisémitisme, oui, ça existe, c'est clair, mais il n'est pas toujours là où on le montre. Et là où on le montre, c'est pour pouvoir criminaliser, parce que l'antisémitisme, c'est un délit et ça devient souvent un crime lorsqu'on tue. Hein, il y a beaucoup de juifs, c'est vrai, qui ont été tués, assassinés. Je pense à Sarah Halimi en France. Et donc voilà, donc ça existe. En Anvers, il y a des juifs qui sont repérables parce qu'ils ont des kippas, ils sont habillés de manière religieuse, se font voilà. Et les crimes de haine, ils se font attaquer dans la rue. Et les crimes de haine, c'est essentiellement, il y a eu quelques cas encore de Maghrébins, par exemple, qui ont été ratonnés, tabassés, tués, c'est vrai. Mais c'est surtout les homosexuels pour les crimes de haine et les juifs en Anvers qui se font tabasser dans la rue. Alors, pour revenir à la parole raciste, ça c'est complètement, on va dire, libéralisé, quasi, pour reprendre des termes du système économique, on va dire. Ça s'est banalisé, et c'est pas le racisme qui s'est banalisé, c'est le discours qui va remplacer le racisme qui n'est pas une opinion mais un délit, qui est remplacé par ce qu'on appelle l'islamophobie. Moi, j'aime pas trop, je préfère le terme anti-musulmanophobie. Donc, on s'attaque à des personnes parce qu'elles sont musulmanes, et il faut même préciser l'anti-musulmanophobie, ou la musulmanophobie plutôt, la musulmanophobie sociale. Donc, les femmes qui se font agresser parce qu'elles portent le foulard, c'est les femmes qui portent des foulards Aldi et pas Gucci, hein, pour prendre une image un peu, on va dire, people. Donc, c'est vraiment un racisme social aussi, c'est quoi, ou un de la musulmanophobie sociale. C'est contre les mamans en djellaba de chez Aldi, on va dire, mais le tissu, bon, moi je viens d'une famille dans les schmattes, comme on dit en yiddish, donc de tissu, de fabriquants de vêtements. À l'époque où on ne faisait pas les vêtements dans les pays asiatiques, par exemple. Mais on voit tout de suite la qualité. Et si vous avez une femme en djellaba Gucci, même si la personne est raciste dans le magasin à l'avenue Louise, à Bruxelles, par exemple, mais elle va être très bien accueillie. Moi, j'habite dans le bas de Saint-Gilles, mais je passe souvent en vélo devant chez Gucci ou les grosses boutiques de l'avenue Louise. Il y a des personnes, des Arabes, des musulmans qui sont là, mais eux sont très bien traités parce qu'ils ont la carte American Express qui va avec. Mais alors, par rapport au discours qui vise… Oui, justement, Manuel, parce que malheureusement, le temps nous presse. Hein, donc, j'aurais voulu vous poser une question, si vous me le permettez. Ouais. Voilà, en fait, je voulais aussi vous interroger, comme je pense que notre dialogue est surtout basé aussi un peu sur l'actualité. Je voulais que vous réagissiez sur l'armée. Vous savez que, par exemple, en France, des généraux ont signé une tribune. On parle aujourd'hui peut-être de complicité de l'armée, justement, pour la fuite de Konings. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, au sein de l'armée, il y aurait comme ça des relents racistes ou antisémites ou d'extrême droite?
Mais c'est comme au sein du Parti travailliste, il n'y avait pas plus d'antisémites. Il y en avait, hein, pas que qu'au Parti conservateur anglais. Donc, au sein de l'armée, je pense, alors je vais comparer l'armée avec la police, il n'y a pas plus de racistes ou de gens d'extrême droite à l'armée que dans la police. Mais je pense qu'il y en a plus que dans la société, dans les chiffres. Mhm. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffres. On sait qu'en France, en premier tour des élections présidentielles, ça, c'est les sondages sortis des urnes qui le démontrent et qui sont confirmés par plusieurs études, c'est grosso modo entre 60 et 70% de policiers d'actifs, donc de services, qui ont voté Marine Le Pen au premier tour. C'est énorme. En Belgique, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres, il n'y a pas d'études. Donc, c'est un appel, hein, aux universitaires et autres de faire des études peut-être sur la question. Mais moi, la seule chose que je peux dire, c'est que si je prends les CV des dirigeants d'extrême droite francophones, le nombre de policiers, de militaires ou d'anciens policiers en général et d'anciens militaires qui gardent comme les anciens profs, les anciens journalistes, ils gardent toujours un pied, ou les gens qui ont travaillé dans les administrations publiques, ils ont toujours leur réseau, leurs copains et qui sont toujours là. C'est énorme, c'est énorme. Le mouvement Évidemment. Nation est dirigé par un ancien militaire de carrière qui avait été dénoncé comme extrémiste de droite, qui n'a jamais eu d'ennui à l'armée. Et à l'époque, moi, je me souviens, j'avais fait l'enquête avec un journal qui s'appelait Celsius, qui précédait Résistance, et quand on a su qu'il était militaire de carrière, donc ça veut dire le week-end, il était sur la tombe de Rudolf Hess, par exemple, numéro 2 du régime nazi, était avec des jeunes skinheads nazis et a été responsable de tabassage, d'actions. Et la semaine, il donnait des instructions militaires parce qu'il était instructeur tout près de Liège, à Spa, à la Mhm. caserne de Spa. Mais à l'époque, on l'a dénoncé au ministre de la Défense. On a fait une lettre ouverte, rien. Rien n'a été dit. Et il y a énormément, je veux dire, de noms. Il y a un petit groupuscule qui s'appelle Alliance pour la Wallonie des anciens du PP. Je crois qu'ils sont 5. Il y a 2 anciens policiers, ils le disent, hein, 2 anciens commissaires, inspecteurs et 2 anciens militaires. Donc le nombre de militaires et de policiers à l'armée, une fois qu'ils sont pensionnés, certains passent à l'extrême droite. Donc c'est assez nombreux, c'est quand même assez nombreux. Mhm. Mhm. J'ai écrit, alors pour une petite publicité, j'ai écrit sur la violence policière pour le magazine du Centre bruxellois d'action interculturelle, donc IMAC, un article là-dessus. Donc il y a toute une série de raisons, ça sera un peu long à expliquer pourquoi il y a plus de militaires et de policiers. Pour la tribune en France, vous en faites référence, Malika, hein, la tribune en France, publiée dans Valeurs Actuelles. Alors les militaires, je ne vais pas prendre leur défense, mais contrairement à ce que Mélenchon a dit et d'autres, ils s'appellent pas au putsch. Ils disent, s'il y a une situation de guerre civile, on va devoir descendre dans la rue. Mais ça, c'est pas une menace, c'est une réalité. Mhm. Il y a une dizaine d'années, je ne sais plus son nom, un sociologue, peut-être Hassan Boucheta, je connais son nom, mais je sais plus, il est d'origine algérienne, je pense, qui avait fait il a publié un livre, une enquête sur l'intervention possible de l'armée en cas effectivement de situation insurrectionnelle ou de guerre civile. Et il a des témoignages de militaires qui disent notre métier, c'est pas de faire de la police. Et ils ont un plan de contrôle, notamment parce que les émeutes se passent dans les banlieues, de contrôle. Donc, ce qu'ils disent, c'est dans les plans militaires. Les militaires sont en charge en période de paix Oui, de mais c'est préparer. peut-être aussi la manière dont ça a été formulé, Oui, bien c'est-à-dire sûr, qu'en fait, ici, c'est un bien retour à sûr, l'honneur, etc. oui, bien Donc, il y sûr. a Bien sûr. Retour à l'honneur dans un magazine qui prône l'union à des l'heure droits, actuelle, oui, extrême c'est droite ça. comprise. Juste un an avant les élections de Marine Le Pen qui sort comme si elle n'était pas au courant. Bon, non, les choses sont claires. Mais pour revenir, donc à l'armée, c'est une évidence. Il y a des militaires de plus en plus et qui sortent du bois. Konings, les choses sont claires. Il était membre du Vlaams Mhm, idéologie mhm. d'extrême droite. Quand vous avez une idéologie de haine qui prône la discrimination, le passage à l'acte, et vous avez le savoir-faire, et ici militaire, ça Mhm. c'est un danger parce que l'ex-Yougoslavie était en guerre civile parce que les peuples de l'ex-Yougoslavie savaient manier la Kalachnikov. Ils avaient fait leur service militaire, etc. En Israël, on parle de possible guerre civile parce que tous les Israéliens, les femmes comprises, savent manier les armes. Et donc, si la haine est là entre les laïcs, les religieux, etc., pas que c'est pas une guerre civile entre Arabes, Palestiniens et Juifs, hein, ça sera vraiment une guerre civile. On parle de guerre civile possible entre Israéliens et Juifs. Mais c'est possible parce que tous les ingrédients y sont. Et alors, juste quand même pour terminer, par rapport au discours banalisé qu'on retrouve à l'armée, ça veut dire tous ces gens, ces extrémistes qui passent à l'acte, etc., et les militaires que vous citez dans Valeurs Actuelles,
il n'y a pas que l'extrême droite qui dit des choses qui les font sortir des casernes, hein, pour prendre une image. Il y a aussi un discours qui est porté, pas par l'extrême droite, mais justement qui cible les musulmans, les islamo-gauchistes, tout d'un coup, le danger monumental, quoi. On se croit dans le livre, le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et d'Engels, qui dit un spectre entre l'Europe, le communisme. C'est que ce discours-là n'est pas porté que par Marine Le Pen ou Philippe de Winter en Flandre. Hélas, il faut le reconnaître, ce discours, alors avec des nuances, de manière plus soft, de manière plus polie, plus politiquement correcte, est porté par ce que moi j'appelle un milieu progressiste, libéral, laïque, ultra, ça existe, hein, qui l'obsession, c'est le voile maintenant, l'affaire de la STIP, on en parle. Oui, voilà, ça peut être un problème, chacun a son opinion. Mais bon, si on parle du voile, on parle de l'islam. Si on parle de l'islam, on se dit, mais il y a combien de musulmans en Belgique? Selon les chiffres, 5 à 7%, avec 10 façons, voire 20 façons différentes de pratiquer l'islam. Donc, ce n'est pas tous des intégristes, hein, loin s'en faut. Là-dedans, il y a Sam Touzani, par exemple, qui est très laïque, qui se dit plus musulman. Ben, il est dans le quota des musulmans, vu qu'il vient d'une famille musulmane. Et donc ça, c'est le danger numéro un dans notre société. Ben, le danger numéro un, c'est qu'il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde, qu'il y a des entreprises qui ferment et qu'il y a 24% des électeurs qui veulent voter Marine Le Pen en France et plus ou moins 24% qui veulent voter Vlaams Belang en Flandre et que demain, eux vont peut-être être au pouvoir ou pourraient certainement être au pouvoir. Et donc ça, moi, je crois qu'il y a un moment dans une société où les crises sont partout présentes, il faut prioriser nos combats. Et le combat, ce n'est pas des femmes qui porteraient le foulard en conduisant des trams de la STIP en Wallonie, c'est plutôt l'extrême droite qui peut être au pouvoir demain. Et donc, pour l'histoire du voile, moi, je dis juste une chose. Moi, je suis contre l'interdiction et contre l'imposition. Donc, je suis contre qu'on interdise aux femmes de plus de 18 ans et qu'on oblige à des filles qui ne veulent pas le porter de devoir le porter, que ce soit en Iran ou en Belgique. Ça arrive aussi. Donc, le libre choix et le libre examen, toujours devant nous. Manuel, en tout cas, merci beaucoup, mais c'est vrai qu'on pourrait passer des heures. Évidemment, c'est un sujet inépuisable et encore d'actualité, tellement d'actualité. Donc, on aura d'autres occasions, j'espère, de pouvoir vous interroger sur ces questions-là. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Et puis, je vous en prie. À très bientôt, Manuel Abramovic. Au revoir. Au revoir.